Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Benoît Hamon revoit sa copie pour relancer sa campagne avec un nouveau programme qui reprend le Made in France d'Arnaud Montebourg, même s'il s'est défendu d'intégrer les propositions de ses anciens rivaux à la primaire, mettant en avant son revenu universel. Analyse à suivre. Le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne rejoint Emmanuel Macron. C'est le premier parlementaire à franchir le pas. Une procédure d'exclusion a été engagée. Pourtant, d'autres pourraient à leur tour rejoindre le leader d'En Marche. Les réactions au Sénat dans cette édition. Suite de notre série consacrée au programme des candidats à la présidentielle. On s'intéressera à la sécurité, enjeu majeur de cette élection. Comme en atteste l'actualité avec cette fusillade à Grasse. Alors que selon notre sondage IFOP fiducial pour Public Sénat, 60% des Français ne se sentent nulle part en sécurité. Le débat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission #présidentielle 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Une fusillade a éclaté cet après-midi dans un lycée à Grasse, faisant 8 blessés, dont le proviseur. Pour François Hollande, cet événement ainsi que l'explosion d'un courrier piégé au siège parisien du FMI aujourd'hui conduisent à justifier l'état d'urgence. On écoute tout de suite le chef de l'État. Il y a une ressemblance avec un autre événement de même nature qui s'est produit à Berlin il y a quelques jours. Donc nous cherchons, dans le cadre d'une enquête internationale, à connaître les causes de ce qui s'est produit à Paris. Ça, c'est le premier événement. Puis un deuxième événement qui a eu lieu à Grasse avec un individu. Il a été interpellé, mais nous en saurons plus avec l'enquête, qui est pénétré dans l'établissement et qui a causé des blessures légères, mais néanmoins, là encore, significatives au proviseur et à 2 autres élèves. Là encore, l'enquête est en cours, mais même s'il n'y a pas de lien direct avec une entreprise terroriste, nous restons extrêmement vigilants. Tout cela me conduit, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de ce que nous avons pu appréhender comme menace sur notre pays, à justifier l'état d'urgence. Je veux ici tout à fait prévenir, l'état d'urgence, il doit s'appliquer, mais l'état d'urgence n'est pas une procédure permanente. Maintenant, il est adapté à un certain type de situation, à un certain type de risque. Et j'ai considéré que jusqu'au 15 juillet, nous devions absolument garder cette procédure. Elle sera en tout point maintenue. À la peine dans les sondages et fragilisé au sein de sa propre famille, Benoît Hamon a détaillé pendant plus d'1 heure ce matin son projet politique pour la présidentielle. Vantant l'intelligence collective, il a rejeté l'idée d'une synthèse molle, n'hésitant pas à faire sienne la doctrine du Made in France, Mounir Soussi. Benoît Hamon s'avance avec un projet qui veut mettre l'État au cœur de la reprise économique. Il a déjà annoncé qu'il ne s'interdirait pas de nationaliser temporairement des entreprises pour maintenir l'emploi. Une ligne défendue par son ancien concurrent Arnaud Montebourg, à qui il emprunte un autre thème de prédilection. J'accorderai la priorité au Made in France. 50% des marchés publics seront réservés aux petites et moyennes entreprises. Les PME, PMI, TPE favoriseront donc les circuits courts, favoriseront la capacité des collectivités publiques, de l'État, à pouvoir justement passer des marchés avec des entreprises qui se situent à proximité d'elles. Le candidat assure que cette mesure sera conforme aux normes européennes. Benoît Hamon cherche à marquer une rupture avec le quinquennat écoulé où le CICE et le pacte de responsabilité ont été accordés sans réelle contrepartie. Les entreprises qui délocalisent devront rembourser les aides publiques perçues et je m'opposerai au traité de libre-échange CETA et TAFTA. Le vainqueur de la primaire a amendé sa proposition de revenu universel, mais il conserve les bases de son projet avec ses mesures les plus originales. Je créerai une contribution sociale sur les robots. Elle alimentera un fonds de transition travail dont la mission sera de créer autant d'emplois nouveaux que ceux qui disparaîtront et de financer la formation des salariés à ces nouveaux métiers. Benoît Hamon veut relocaliser et adapter l'économie aux mutations à venir, mais son premier défi sera d'ancrer ses propositions dans le présent. Et Benoît Hamon sera en meeting à Lille le 29 mars prochain aux côtés de Martine Aubry, la maire de la ville et ancienne ministre du Travail. On retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre première invitée, Saveria, c'est la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann.
Marie-Noëlle Lienemann, vous étiez ce matin aux côtés de Benoît Hamon pour la présentation de ce programme. Le revenu universel, la taxe sur les super profits des banques, les nationalisations temporaires, est-ce que c'est ça qui va faire redémarrer l'économie ? Il y a beaucoup d'autres choses pour faire redémarrer l'économie. On voit bien que dans les propositions de Benoît Hamon, il équilibre une politique de l'offre qui reste qu'il faut que nos entreprises soient compétitives, beaucoup par la recherche, la modernisation, l'innovation et même la robotisation. Mais de l'autre côté, il sait qu'on ne relancera pas avec des politiques d'austérité, donc il soutient la demande avec 2 piliers, le pouvoir d'achat des Français, de tous les Français, notamment de tous ceux qui gagnent moins de 2 200 €. Je pense aux salariés qui gagnent moins de 2 200 €. Et là, il tord le cou à la propagande selon laquelle il serait pour l'oisiveté, pour ceux, etc. Non, il soutient le travail, tous ceux qui travaillent, mais assure à chacun un revenu digne. Et deuxièmement, par les investissements, et notamment des investissements transition énergétique, rénovation urbaine, revivification du monde rural et modernisation du pays. Pourquoi Benoît Hamon a du mal à s'imposer dans cette campagne ? Est-ce que c'est parce que justement cette campagne ne se fait pas sur le fond ? Oui, justement, je pense que c'est un problème. D'abord, elle est courte, la primaire il n'y a pas très longtemps. La primaire a phagocyté la campagne présidentielle ? Non, enfin, elle l'a phagocyté en partie, puisque tant qu'on ne connaissait pas le candidat, c'est pas tout à fait la même campagne, même si Benoît Hamon a affirmé un cap, une ligne stratégique qu'on retrouve dans ses propositions. Deuxièmement, l'affaire Fillon et les histoires d'argent pollue la campagne. Comme il l'a dit très justement, l'argent est trop présent dans cette campagne, alors qu'il faut s'occuper des problèmes des Français et de l'avenir du pays. Et par ailleurs, ce que je crois, c'est qu'effectivement, Benoît Hamon était dans une dynamique de rassemblement qui a en partie porté ses fruits, je pense à nos amis écologistes, mais aussi, je m'en réjouis, le soutien des radicaux de gauche. On sait que nos amis du mouvement des citoyens vont sans doute conclure aussi un accord, que cette volonté de rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon a pris un peu de notre énergie, mais néanmoins, le programme est prêt, il est bon et il est à la fois fidèle à la gauche et moderne. Justement, qu'est-ce qui, très rapidement, pourrait faire changer d'avis aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, je pense que c'est la clé d'une qualification au second tour. C'est une des clés parce que les électeurs ont aussi en main leur bulletin de vote. Nous allons continuer de convaincre les électeurs de gauche, et on l'espère Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut que la gauche soit à la hauteur de cette période historique. Certes, il y a une menace Front National, mais il ne faut pas que cette menace Front National soit un pseudo-épouvantail pour effacer la nécessité d'offrir à la France des vrais choix sur son avenir. Et regardez ce qui s'est passé en Hollande. On nous a dit, oui, comme si le seul sujet, c'est est-ce qu'on va éviter l'extrême droite en Hollande. Bilan des courses, il y aura une politique de droite qui va se poursuivre et par ailleurs, risque d'y avoir une nouvelle montée inexorable parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc moi, je pense qu'il faut convaincre Jean-Luc d'être à la hauteur de la période historique pour permettre le rassemblement de la gauche. Mais il faut surtout dire aux électeurs de gauche, c'est entre vos mains que vous avez les chances d'avoir une gauche au deuxième tour et le programme de Benoît Hamon peut fédérer toutes les forces de gauche. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria, pour cette première réaction. Le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne a-t-il ouvert la boîte de Pandore en se ralliant à Emmanuel Macron? Il a décidé hier de franchir le pas et se retrouve en passe d'être exclu de son parti. Quentin Calmy. C'était il y a moins d'un an, en plein examen de la loi travail au Sénat. Jean-Baptiste Lemoyne est alors co-rapporteur de la loi à la Haute Assemblée. Il organise ce coup de com' juste devant un meeting de Manuel Valls. Il entend dénoncer la veste retournée du Parti socialiste. Vous voyez, j'ai aujourd'hui la veste retournée de Manuel Valls, puisque en 2008, il avait voté contre les lois qui justement mettaient la primauté de l'accord d'entreprise, et qu'aujourd'hui, eh bien, il se rend bien compte qu'il est obligé d'y venir. Et le problème, c'est qu'il ne l'assume pas. Un an plus tard, c'est lui qui change d'avis et quitte sa famille politique. À 39 ans, le sénateur de Lyon devient le premier parlementaire de droite à rallier le mouvement En Marche. François Fillon a tenu des propos très forts. Il a mené une campagne sur l'exemplarité. Il a dit qu'un responsable politique, un ministre ne pouvait pas poursuivre sa mission étant mis en examen. Il y a un moment, je crois que les Français demandent le respect de la parole donnée. Je fais le constat aujourd'hui, tristement, que l'alternance n'est plus possible avec François Fillon. Il a repris sa parole, donnée devant des millions de Français. Moi, je reprends ma liberté.
En 2002, il avait commencé sa carrière auprès de Jean-François Copé avant de rallier Alain Juppé lors de la primaire. Un ralliement de droite qui tombe très bien pour Emmanuel Macron et qui vient contrebalancer ceux venus de gauche. Cet après-midi, la direction des Républicains annonce engager une procédure d'exclusion du sénateur. Et pour en savoir plus, l'article de Simon Barbary est à lire sur publicsénat.fr. On va retrouver à présent Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec le sénateur UDI-UC Olivier Cadic. Bonjour Olivier Cadic. Bonjour. Avant de parler bien sûr de cette journée dédiée aux entreprises au Sénat, un mot sur la clause Molière. Vous venez justement de vous exprimer à ce sujet et de la dénoncer, franchement. Oui, complètement, puisqu'on ne peut pas quand même comme ça faire des lois à tous les niveaux. Ce texte, cette clause Molière a été présentée au Sénat lors de la loi El Khomri. Elle a été rejetée par le Sénat. Une grande majorité du Sénat l'a rejetée. Une grande majorité de l'Assemblée nationale l'a rejetée. Donc si maintenant on se met à faire des textes au niveau régional, déjà que les entreprises disent on ne s'en sort plus, c'est à tous les niveaux on fait du texte. Et ça ne correspond pas à la loi nationale, ça ne correspond pas à nos engagements internationaux. Donc, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Les entreprises, après, ne s'en sortent plus. On imagine, maintenant, on a l'inspection du travail qui va venir sur les chantiers, et puis ensuite des ligues ou des groupes qui viennent vérifier le niveau de langue française. C'est pas sérieux. À un moment, il faut revenir à des choses rationnelles. La loi, c'est sérieux. Donc, elle se vote ici au Parlement et on arrête de faire des effets comme ça. Alors, venons-en maintenant à cette journée dédiée aux entreprises au Sénat. Parmi les thèmes abordés aujourd'hui, la transmission d'entreprise. Quelles sont les propositions de la délégation justement là-dessus, sur la transmission d'entreprise ? On sait que c'est quelque chose qui est... Moi, je m'attendais à ce que vous posiez les questions sur la délégation pour la simplification, puisque ça, c'est le rapport. C'est un autre binôme qui s'est exprimé sur les propositions sur la transmission d'entreprise. Je vais en citer une, par exemple, qui est de dire qu'il faudrait normalement taxer au maximum à 10% les droits de succession sur la transmission d'entreprise. Serge Dassault ou moi-même avons dit que non, il faudrait que ce soit 0%, comme par exemple au Royaume-Uni. La délégation a dit, nous on aimerait que ce soit 0%, mais le Conseil constitutionnel, on nous dit que c'est pas constitutionnel. Donc on voit bien que dans toutes les propositions, c'est des propositions pour simplifier. On sait que... Là, justement, c'est une des autres grandes inquiétudes des entrepreneurs, c'est la simplification administrative, le trop-plein de normes. Quelle piste également vous proposez là-dessus ? Bien. On pense on a pris le système à l'envers. C'est-à-dire que la simplification telle qu'elle a été voulue par le président de la République, avec ce choc de simplification, en fait, il a eu une approche, on va dire, marketing. Il faut que ça se voit. Et donc, le problème, c'est que quand on fait comme ça, quand la situation est très complexe, vouloir régler un problème peut parfois en créer un autre ailleurs. Et il ne faut pas régler un problème, il faut régler tous les problèmes. Sinon, on se noie, on vide la mer avec une cuillère. Et donc, ce que l'on a proposé, c'est d'avoir une approche, par le haut et non pas par le bas, comme l'ont fait nos voisins, par exemple les Allemands ou les Pays-Bas. Et c'est par exemple de mettre en place un système qualité. Donc de la loi, c'est-à-dire que on planifie, on fait comme dans l'entreprise, on planifie, on exécute, on évalue sa loi si elle est pertinente ou pas, et ensuite soit on l'élimine, soit on l'améliore. C'est un exemple. Très bien, merci beaucoup, merci Olivier Cadic d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Le grand oral des candidats à la présidentielle devant la CFDT. La centrale publie aujourd'hui une étude inédite par son ampleur sur le travail avec un paradoxe. Si les personnes interrogées se disent dans l'ensemble heureuses de leur emploi, elles dénoncent une charge trop importante de travail. Stéphane Amalian. 200 000 salariés se sont prêtés au jeu des questions-réponses et une statistique saute aux yeux. 77% des salariés aiment leur travail, mais seuls 26,4% d'entre eux sont d'accord avec l'expression « mon travail, c'est ma santé ». Il y a 51% des salariés qui disent qu'ils ont des problèmes physiques liés à leur travail ou une condition physique qui est altérée liée au travail. La CFDT se bat depuis 2003 pour qu'il y ait une prise en compte de la pénibilité. Nous l'avons obtenu dans la dernière réforme
réforme des retraites en 2013. Évidemment que nous nous battrons pour garder ce droit et même le développer comme les salariés à travers cette enquête nous le demandent. Le compte pénibilité est l'un des acquis du quinquennat Hollande. Benoît Hamon veut le développer en reconnaissant notamment certaines pathologies liées aux conditions de travail. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de faire en sorte que celui qui travaille ne soit pas abîmé et meurtri par le travail. Je propose la reconnaissance du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, et les pathologies psychiques qui y sont liées, dépression, angoisse généralisée, comme maladie professionnelle, quand ces phénomènes existent et sont directement imputables à un management, à une hiérarchie, à une organisation du travail malveillante. À la différence de Benoît Hamon, François Fillon souhaite abroger le compte pénibilité, une mesure qu'il estime difficile à mettre en œuvre. Le candidat de la droite préconise même une augmentation du temps de travail et un report de l'âge de départ à la retraite. Mais ni lui ni son entourage n'ont souhaité apporter des détails sur les propositions au siège de la CFDT. L'Europe soulagée au lendemain des législatives aux Pays-Bas qui ont finalement vu le Premier ministre libéral Mark Rutte l'emporter face à son rival d'extrême droite Geert Wilders. Selon des résultats temporaires, le parti de Mark Rutte remporterait 32 sièges sur les 150 que compte la Chambre basse du Parlement. Une nette avance sur Wilders qui n'aurait lui gagné que 4 sièges de députés avec une vingtaine d'élus. Pour en parler, Noura Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Comment expliquer, Noura, ce qui peut apparaître comme une contre-performance pour Geert Wilders? Effectivement, Delphine, pas de percée. On s'attendait depuis plusieurs semaines, on attendait Geert Wilders en tête de ce scrutin. Pourtant, ces derniers jours, on a vu clairement une baisse en fait dans les sondages, et ce depuis notamment ce lundi quand il y a eu ce débat entre Geert Wilders et Mark Rutte, Premier ministre centriste, donc libéral-démocrate, qui s'est tenu donc à la télévision néerlandaise. Un combat, entre guillemets, un débat qui a été clairement remporté par Mark Rutte. Autre chose aussi, ces derniers jours, on a vu le débat, la polémique monter sur ces ministres turcs qui viennent dans les pays européens faire campagne pour le référendum de Erdogan le 16 avril prochain sur la réforme constitutionnelle. Mark Rutte, là-dessus, s'est positionné de manière extrêmement claire contre la venue des ministres turcs, ce qui lui a valu en fait un regain d'attention de la part de ses concitoyens. C'est donc essentiellement pour ces deux raisons que celui-ci est arrivé en tête. Pour autant, il y a effectivement pas de percée claire de la part de Geert Wilders, mais il remporte quand même, comme vous le disiez, 19 sièges, 20 sièges exactement. Ce n'est un succès potentiel puisqu'il a pris quelques sièges depuis le dernier scrutin de 2012. Pourtant, en 2010, il avait remporté 24 sièges, donc on voit qu'il est globalement toujours la troisième force politique du pays. Mais on voit bien donc du coup que c'est essentiellement ces raisons qui ont conduit en fait à l'écroulement entre guillemets du parti populiste de Geert Wilders. Quels sont les autres enseignements de ce scrutin, notamment la situation des autres partis dans cette campagne? Alors ce qui est intéressant de voir, Delphine, c'est que ce n'est pas tant la victoire de Mark Rutte ou la défaite relative de Geert Wilders qui est le plus intéressant dans ce scrutin, mais de voir à quel point le champ politique est également éclaté. Les partis traditionnels s'effondrent, donc le parti de Mark Rutte qui a aujourd'hui 32 sièges en perd finalement 8. Les travaillistes de Jeroen Dijsselbloem, qui est ministre des Finances mais également président de l'Eurogroupe, obtiennent 9 postes, là où ils en avaient quasi le triple, et disparaissent quasiment de la seconde chambre. C'est l'équivalent donc du Parti socialiste, il siège au Parti socialiste-démocrate. Et pour cause, les travaillistes, à l'image de François Hollande en 2012, avaient fait campagne à l'époque, une campagne très à gauche, et se sont ensuite ligués, se sont mis en coalition avec donc le parti centriste de Mark Rutte et ont intégré en fait une politique d'austérité assez lourde, des économies budgétaires, une remise en question claire en fait des politiques de santé, et ils en payent aujourd'hui en quelque sorte ils payent en quelque sorte leur volte-face. Donc cette coalition au pouvoir est clairement sanctionnée, ce qui permet à des petits partis d'émerger. On pense notamment au parti des Verts, les Grelings, qui ont réalisé une percée historique avec 14 sièges. Donc on voit effectivement que ce champ politique est complètement éparpillé. La difficulté, c'est donc la prochaine étape, réussir à former un gouvernement de coalition potentiellement pour Mark Rutte. La dernière fois, ils avaient mis près de 200 jours. Merci beaucoup pour votre analyse, Noura. Et dans le reste de l'actualité au Sénat, les préconisations des parlementaires pour améliorer la gouvernance du football après une crise sans précédent intervenue en 2015 entre la Fédération française de football et la Ligue à propos des montées et des descentes entre les championnats de première et deuxième division. Les sénateurs veulent désormais muscler les règles. Héloïse Grégoire.
Ce matin, le Sénat a ouvert une mission d'information sur la gouvernance du football professionnel, un mois après l'adoption de la proposition de loi sur l'éthique et la transparence dans le milieu sportif. 17 propositions sont mises sur la table avec comme priorité la clarification des compétences respectives entre la Ligue et la Fédération. L'une des préconisations de cette mission, améliorer la formation des équipes féminines et obliger les clubs de Ligue 1 à créer une section spécifique. Autre mesure, valoriser les jeunes joueurs en incitant les clubs à investir dans leur formation. Pour cela, le rapport préconise d'augmenter la durée du premier contrat professionnel de 3 à 5 ans. Concernant la Ligue 2, sa situation financière est plus fragile. Alors les sénateurs proposent d'instaurer un salary cap, soit une enveloppe d'un certain montant, calculée en fonction du chiffre d'affaires de chaque club. Autant de mesures qui ne sont que des propositions. Alors là, ce sont des propositions. Elles peuvent se transformer en texte de loi, en loi. Et donc la fédération reçoit délégation de l'État français pour animer le football amateur et le football professionnel. Donc aujourd'hui, il y aura un débat. Ce sont des propositions. Bien sûr que nous rencontrerons, par exemple, le prochain président de la fédération qui sera élu samedi, pour échanger avec lui et de voir comment nous pouvons avancer ensemble. La mission sénatoriale propose de limiter à 3 ans le nombre de mandats successifs du président de la fédération et de la Ligue. Samedi prochain, elle renouvelle son président. Noël Le Graët est candidat à sa propre succession. Face à lui, Jacques Rousselot, l'actuel président de l'AS Nancy-Lorraine. Et on en vient à présent à notre série sur les programmes des candidats. Vous le savez, on passe au crible les propositions des prétendants à l'Elysée. Aujourd'hui, on s'arrête sur les mesures en faveur de la sécurité. En plein débat sur l'état d'urgence, les Français jugent très sévèrement le bilan de François Hollande. Pour 71%, la situation s'est dégradée et 60% ne se sentent pas en sécurité. Reportage d'Héloïse Grégoire. Renforcement de l'arsenal législatif, loi sur le renseignement, instauration et prorogation de l'état d'urgence. Le quinquennat de François Hollande est marqué par une lutte permanente contre le terrorisme. Pourtant, selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Public Sénat, la situation en matière d'insécurité s'est dégradée pour 71% des sondés, quand 93% d'entre eux estiment que la menace terroriste reste élevée. Un jugement pessimiste, même si les forces de l'ordre, elles, conservent une image très positive. Pour 90% des personnes interrogées, la gendarmerie bénéficie d'une bonne image. Même chose pour la police nationale et la police municipale. 59% des sondés déclarent ne se sentir en sécurité nulle part. Un thème de campagne majeur pour les candidats à la présidentielle, à gauche comme à droite. En matière de lutte contre le terrorisme ou encore de sécurité des biens et des personnes, c'est la candidate du Front National qui est en tête. Marine Le Pen est considérée comme la plus apte à apporter les meilleures solutions. En seconde position arrive le candidat d'En Marche, au coude à coude avec François Fillon. Plusieurs mesures historiquement attribuées à la droite sont largement plébiscitées par les sondés. En tête, l'expulsion systématique des étrangers condamnés pour des crimes et délits graves. 66% sont pour l'armement systématique de la police municipale. 68% sont pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Et 84% sont pour la création de places de prison supplémentaires. Autre mesure importante, 91% plébiscitent la reformation de la police de proximité. Et 65% sont pour la remise obligatoire d'un récépissé lors de contrôles de police, mesure qui fait consensus à gauche. Quel que soit le nouveau président en mai prochain, 61% des sondés souhaitent maintenir l'état d'urgence. Et on ouvre le premier débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Naïma Charaï, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale PS, porte-parole de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Philippe Dominati, bonsoir. Sénateur LR de Paris. Vous soutenez François Fillon. On va parler de ses propositions pour la sécurité dans un instant. Hugo Bernard Lissis, bonsoir. Vous êtes co-animateur du livret sécurité de la France Insoumise, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, Nicolas B, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Front National. Première question pour vous, Naïma Charaï. On voit dans ce sondage réalisé pour Public Sénat par IFOP fiducial, Marine Le Pen est plébiscitée sur la sécurité. Quel regard portez-vous justement sur ce sondage qui la place en tête sur cette thématique de la sécurité? Pas très étonnant, à vrai dire. Marine Le Pen joue
depuis un certain nombre d'années sur la peur, la stigmatisation, le sentiment... Mais c'est pas étonnant parce qu'elle a les meilleures propositions pour régler ces problèmes-là? Le sentiment d'insécurité, non, sur les propositions, je crois qu'on n'a pas de leçons à recevoir du Front National suite aux attentats que nous avons vécus de plein fouet, en plein cœur, après l'attentat de Charlie Hebdo, ceux qui ont suivi après au Bataclan, à Nice, en fait, l'année dernière. Je crois que le président de la République et le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, ont apporté des réponses aux Français en question de sécurité, notamment en renforçant notamment les services de renseignement, puisque on s'est rendu compte qu'un certain nombre en fait, de terroristes étaient à bas bruit et qu'ils attaquaient de manière indifférenciée. Donc les services de renseignement ont été... Il y a les mesures gouvernementales et le ressenti des Français, puisqu'ils se sentent en sécurité. Nulle part, c'est ce qui ressort de notre sondage également. Renforcés. Il y a une cohérence qui a été mise, notamment sur la sécurité territoriale. Il y a eu une augmentation aussi des services de police et de gendarmerie qui avait été diminué lors de l'ancien quinquennat, je crois autour de 13 000 policiers et gendarmes en moins. Donc plus de 9 000 personnes ont été recrutées suite aux attentats. Et puis nous, avec Benoît Hamon, nous faisons aussi un certain nombre de propositions. On va y venir si vous voulez bien. Pour essayer en tout cas de réduire le sentiment d'insécurité, pour que les Français se sentent protégés, pour qu'ils puissent être protégés. Nous proposons l'augmentation aussi des services de police et de gendarmerie. Plus de 5 000 qui seront recrutés dans les prochaines années. Dans le détail, un coordinateur auprès Nicolas du B, Premier ministre. Vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaiterais réagir. Ça fait toujours un peu sourire. Je dois dire, quand on voit une responsable du Parti socialiste nous expliquer qu'ils ont des solutions en matière de sécurité. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Le bilan est désastreux. En matière de lutte contre le terrorisme, on a vu que notre pays a été frappé par des attentats à intervalles réguliers et qu'aucune mesure d'ampleur a été prise. L'état d'urgence, c'est un cadre juridique. Vous l'avez reconduit d'ailleurs pendant des mois et vous envisagez aujourd'hui d'y mettre fin. Mais ça n'est qu'un cadre juridique. Ce qui est nécessaire, c'est de réarmer la police, de la réarmer matériellement, humainement, moralement aussi. Vous évoquez, par exemple, très justement, pour le coup, vous avez raison de dire que la droite a supprimé 13 000 postes dans la police, dans la gendarmerie. C'est exact, sauf que, contrairement à l'engagement qu'il avait pris, François Hollande n'a jamais reconstitué ses postes. Vous dites que 9 000 ont été reconstitués. Alors je vous invite à consulter un rapport de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes, c'est pas le Front National qui le dit, un rapport de la Cour des comptes d'il y a 1 an, qui indique très précisément que 390 postes ont été effectivement reconstitués. C'est-à-dire que vous en avez budgété de façon théorique 9 000, mais il y en a 390 qui ont été reconstitués, c'est-à-dire rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan quand on voit l'ampleur de l'insécurité qui frappe la France. D'autant plus d'ailleurs qu'il y a le terrorisme qui a évidemment focalisé l'attention, y compris l'attention des médiatiques. Mais on va y venir, parce qu'on est rattrapé par l'actualité. Mais parce qu'on a focalisé beaucoup de moyens militaires et policiers sur le terrorisme, eh bien on a laissé pendant le même temps se développer la délinquance classique, qui est évidemment extrêmement pénible à vivre, insupportable à vivre pour nos compatriotes. Et voilà, il n'y a eu aucune mesure drastique qui a été prise. La chaîne de la sanction n'existe pas en France. C'est la culture de l'excuse, les lois de Taubira après les lois Dati. On va avancer, si vous voulez bien, Nicolas B, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Philippe Dominati, votre candidat François Fillon lui arrive en 3e position, dernière Emmanuel Macron. En termes d'aptitude à améliorer la sécurité des Français. Quelle est votre réaction? Écoutez, ma première réaction, c'est d'abord que lorsque François Fillon était Premier ministre, les Français avaient l'air d'être en sécurité par rapport à la période d'aujourd'hui. C'est un constat. Alors après, sur les moyens, on peut se jeter des effectifs au visage. Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a, selon le gouvernement, un peu plus de policiers, bien que ça soit peut-être contestable. On parle de 3 000 postes. 300, 5000. C'est vrai qu'il y en a plus qu'en 2009, mais en 2009, pour que ces policiers puissent faire leur métier, il y avait 142 millions de plus dans le budget de fonctionnement. L'augmentation des effectifs en France se fait au détriment du fonctionnement et de l'investissement. C'est pour cela que François Fillon propose un programme de réajustement face à la paupérisation de la police. On peut développer des effectifs sur le terrain autrement que par création d'effectifs. Il est vrai qu'il y a eu plus de 10 000 créations d'emplois dans l'éducation nationale sur les 3 derniers budgets, très peu par rapport aux forces de sécurité. La France est le pays qui compte le plus d'agents de police, de policiers et de gendarmes par million d'habitants
de tous les pays européens avec l'Italie. Donc les effectifs, ils sont là. Ils doivent être déployés sur le terrain par le redéploiement, par le temps de travail et surtout leur donner des moyens. Ouais. C'est le but du programme de François Fillon, assorti bien évidemment d'une autre politique judiciaire, parce qu'après les années Taubira, effectivement, le laxisme était une réponse à, je dirais, l'action des forces de l'ordre. Hugo Bernard Licis, Jean-Luc Mélenchon lui propose également de recruter 10 000 personnels, dont 5 000 agents administratifs, dit-il, pour libérer les policiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a énormément de policiers, il y en a bien plus selon les rapports de la Cour des comptes, qui occupent des tâches administratives parce qu'il manque de personnel administratif, tout simplement. Or, c'est pas tolérable que des policiers qui soient formés pour être policiers, pour être sur le terrain, soient à un poste de travail administratif. Les administratifs font ça bien mieux que les policiers et en plus pour moins cher. Donc, clairement, c'est des mesures qui vont dans du bon sens, qui ont déjà commencé et qui doivent être poursuivies autant dans la police que dans la gendarmerie qui est très à la traîne sur cet aspect-là. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est dit avant, sur le prétendu laxisme et sur les sondages qu'on voyait tout à l'heure. Ça m'étonne pas d'avoir des chiffres pareils, notamment parce que on a collé à la gauche cette étiquette de laxisme pendant des années, et je m'étonnais moi-même que sur un débat sur ces politiques autour de Jean-Luc Mélenchon, sans lui bien évidemment et sans aucun de ses représentants, on explique tranquillement, 3 journalistes expliquent tranquillement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de proposition sur la sécurité. Or, on a fait un livret thématique quand même qui fait plus de 30 pages, sur lequel il y a tout un tas de propositions, là où nos concurrents sont dans des grandes généralités, il faut en finir avec l'indélinquance, il faut plus ou moins de policiers, etc. Les chiffres, c'est bien, mais ce qu'on veut faire de la police, concrètement, ça serait mieux, parce que aujourd'hui, les policiers, c'est aussi un problème de sens de leur métier qui se pose, pas juste d'effectifs et de moyens, etc. Alors, quelle doit être la définition du métier de policier, justement, selon Jean-Luc Mélenchon ? Nous, ce qu'on veut mettre au centre, c'est le policier de proximité qui soit, au même titre que le médecin généraliste, le point d'entrée pour les citoyens en matière de sécurité, et qui puisse être attaché à un territoire, qu'on arrête que ce soit des policiers qui font des patrouilles d'un bout à l'autre d'une circonscription sans connaître les gens, juste en faisant des réponses à des appels du 17. Il faut en finir avec la police de réaction, et les policiers en ont marre de cette police de réaction. La répression, c'est pas que la solution, c'est ce que vous dites, j'imagine également. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas que la répression, c'est pas juste une solution, c'est qu'à un moment donné, la réaction, juste une politique de réaction, ça n'a pour conséquence que de faire que de la répression, qui est inutile pour les policiers et pour les gens dont ils sont censés faire le maintien de l'ordre. Et donc, c'est à mon sens, c'est une ineptie. Je voudrais qu'on revienne aussi sur cet aspect. C'est vrai qu'il y a cette image un peu angélique d'une gauche sur ces questions de police, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Que répondez-vous ? D'Épinal qui colle un peu à la gauche depuis maintenant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que nos adversaires politiques, et notamment l'extrême droite ou la droite dure, a tendance à dire que nous sommes laxistes, que nous punissons pas les délinquants, etc., ce qui est totalement faux. Donc nous sommes sans indulgence vis-à-vis de la délinquance, du terrorisme, et je crois qu'il faut punir les actes lorsqu'ils sont commis. A contrario, nous avons un grand respect pour les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes, ceux qui accompagnent en fait au quotidien la sécurité des Français. Et nous souhaitons, il est vrai, mettre en place en fait une police de proximité, parce qu'elle manque beaucoup, et notamment sur les territoires en fait les plus fragilisés. Ce que nous Avec la mise en place aussi d'un récépissé pour les contrôles d'identité, ça c'est une mesure qui n'est pas forcément très bien acceptée chez les policiers. Alors Benoît Hamon, vous savez, a présenté son projet ce matin. Il a proposé une expérimentation pour le récépissé de contrôle d'identité. C'est un outil pour nous qui nous semble en fait essentiel pour rétablir en fait le lien de confiance entre les populations et la police, et de permettre aussi un apaisement des relations entre la population et la police. Lorsque vous êtes contrôlé 7 à 8 fois plus que votre voisin parce que vous avez une couleur en fait de peau différente, eh bien cela est inacceptable. Et c'est vrai que nous souhaitons en fait rétablir en fait l'apaisement, le lien de confiance qui doit y avoir entre sa population et sa police, et ça permet aussi de rétablir le respect. Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Marine Le Pen si on veut rétablir justement le lien de confiance entre la police et les citoyens ? Mais ce qui est stupéfiant, c'est cette espèce de discours de bisounours au moment où la France est frappée très durement par l'insécurité et par la délinquance. Il faut
une politique de tolérance zéro, il faut soutenir nos forces de l'ordre de façon concrète. C'est-à-dire qu'on va C'est pour pas... ça qu'il faut se présenter au rendez-vous de la police, On met pas en monsieur place la présomption de culpabilité du policier, on met au contraire en place la présomption de légitime défense, par exemple, lorsqu'ils utilisent leur arme. Et puis, vous pouvez me laisser terminer, parce qu'on vous a écouté patiemment, donc vous aurez le bon goût de me laisser terminer. En même temps, sinon c'est inaudible pour les spectateurs. Ensuite, Allez-y, Dominati soulevait la question du nombre de policiers par habitant. C'est un vrai sujet, et je pense que vous faisiez référence à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Mais il ne faut pas perdre de vue la position géographique de la France. Et puis le problème de Schengen. L'ouverture totale des frontières, le fait que nous soyons un pays de passage, à la fois pour l'immigration et pour le tourisme, eh bien, fait que la libre circulation des personnes, c'est aussi la libre circulation de la délinquance. Et c'est aussi ça qui nous frappe. Et c'est ce qui fait, que face à la délinquance massive qui nous frappe, mais écoutez, la délinquance, elle augmente tous les ans en France, sans interruption, dans à peu près tous les domaines, depuis maintenant des décennies. Donc c'est la responsabilité conjointe de la droite et de la gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, moi, je vais vous répondre très rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est rétablir la chaîne de la sanction. C'est-à-dire faire en sorte que celui qui commet un délit, il ait la quasi-certitude d'être interpellé et d'être traduit devant les tribunaux. Qu'ensuite, c'est pas le cas aujourd'hui, Nicolas Bay. C'est pas le cas aujourd'hui. Madame Le Pen peut ne pas se présenter devant les policiers. Ensuite, que la peine prononcée soit en conformité avec le code pénal. C'est-à-dire que le magistrat a évidemment un pouvoir d'appréciation, mais qui doit être davantage encadré. Faire en sorte que la peine soit pas 10 fois inférieure, par exemple, à ce qui est prévu par le code pénal. Et ensuite, que la peine soit effectivement purgée. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'au nom de la surpopulation carcérale, la plupart sortent avec un bracelet électronique et il n'y a pas de mandat de dépôt pour les peines inférieures à 3 ans et même parfois à 4 ans. Ça, c'est grâce aux lois Dati, puis aux lois Taubira. Et puis, évidemment, quand on veut traiter le problème de la sécurité, il faut traiter le problème migratoire. Parce que qui est-ce qui a dit que les 2/3 de la population carcérale étaient musulmanes? C'est Jack Lang, c'est pas le Front National. Il l'a dit dans un courrier officiel. Philippe Dominati, puisqu'on va avancer sur ce débat. Aujourd'hui, on sait que la population carcérale est très largement composée d'étrangers ou d'immigrés. Eh bien, pour les étrangers, il faut organiser des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Ça réglera le problème de la surpopulation carcérale et ça réglera aussi le problème de délinquants qui, à l'issue de leur peine, restent sur notre territoire quand ils sont étrangers. Il faut rétablir évidemment ce qu'on a appelé improprement la double peine, qui est la simple possibilité pour la France de ne pas laisser des délinquants et des criminels étrangers. Philippe Dominati, parce qu'on n'a pas encore entendu Philippe Dominati, puisque les propositions de François Fillon rejoignent également celles de Marine Le Pen en ce qui concerne l'impunité zéro, ou encore, c'est évoqué le rétablissement des peines planchées. Elle renforce effectivement la politique judiciaire avec des moyens. D'abord en création de nombre de places, par les peines planchées, et effectivement par un changement d'état d'esprit des directives données à l'autorité judiciaire. Bon. Par contre, sur le plan international, il est évident que la lutte contre le terrorisme ou l'immigration nécessite une coopération internationale. Donc c'est une remise en cause des accords de Schengen, mais avec une coopération internationale. Ça, c'est un renforcement de Frontex, de frontières, et c'est surtout redévelopper des moyens. C'est des crédits supplémentaires de 1 milliard immédiatement disponibles, je dirais, sur la durée du quinquennat, mis en moyens, je dirais, informatiques, immobiliers, et tout simplement, pour vous donner un ordre de grandeur, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y avait un renouvellement de 5200 véhicules de police par an. Aujourd'hui, on est à un renouvellement d'environ 3500 par an. C'est quelque chose de très concret. Ce sont des véhicules. Le parc automobile était vieillissant. Et malgré le traumatisme... Mais dans les suppressions du nombre de fonctionnaires dans le programme de François Fillon, on ne touche pas à la police, ça s'est sanctuarisé? Pardon? Dans les suppressions du nombre de fonctionnaires, on sait que François Fillon veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Il y a essentiellement un redéploiement. Il y a un renforcement des polices municipales avec une obligation, je dirais, de formation, la création d'une école encadrée par la gendarmerie et la police nationale pour la formation de la police municipale, des moyens accrus de contrôle d'identité pour les polices municipales, la nécessité de les armer. Par exemple, c'est des moyens, un redéploiement intelligent des forces. Hugo Bernard Lessis, sur ces questions justement. Oui, bon, vous apprendrez que dans votre programme, il est prévu de recruter 10 000 policiers supplémentaires, pas juste des redéploiements. Non, pas 10 000. Remettre sur le terrain 10 000. 5 000 par redéploiement. 5 000 agents et 5 000 policiers. Sauf que pour les redéployer, il faut embaucher des personnels administratifs.
Voilà, Oui, je vous en informe. c'est vous qui le dites. En étant moi-même employé des administratifs, je sais bien, mais oui, c'est vous qui le dites. Mais c'est pas que moi qui le dis, les syndicats administratifs, le ministre de l'Intérieur, les rapports de la Cour des comptes, enfin tout le monde le dit. Ça fait partie des choses qui sont connues de tous. Moi, ce qui m'interpelle dans ce débat, c'est qu'effectivement, on nous colle l'étiquette. J'ai entendu le mot, j'attendais qu'il sorte avec impatience. Je bouillonne à chaque fois devant ma télé quand je regarde ce genre d'émission, du mot bisounours ou laxisme. Sauf que dans le camp des bisounours, on a quand même des représentants qui sont Marine Le Pen et François Fillon qui ne sont pas complètement propres d'un point de vue judiciaire de se présenter devant les policiers et autres. Et donc ça me fait doucement rigoler et je me permets de le dire. Vous avez l'impression d'être légèrement hors sujet là. Non, j'ai absolument pas l'impression d'être hors sujet et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce dont on ne parle jamais. Vous voulez parler de l'utilisation de la justice par le Parti socialiste au pouvoir, c'est ça? On peut faire une demi-heure là-dessus, l'instrumentalisation de l'institution judiciaire qui porte on aura peut-être l'occasion de refaire un débat si vous voulez bien. Allez-y, on avance sur les propositions. L'utilisation du Parti socialiste aux abois. Nicolas B, je vais vous expliquer quelque chose, Monsieur B. Vous allez peut-être pouvoir ressortir avec des éléments complémentaires de cette émission. C'est qu'il est compliqué pour un policier de terrain de faire respecter l'ordre et la loi quand au sommet de l'État et au sommet des représentants politiques, on n'est pas impeccable. Et c'est compliqué quand on voit à la télé que Madame Lagarde, par exemple, se retrouve à être condamnée à 0 € pour avoir fait une erreur de 400 millions d'euros. Mais vous voyez la personne devant sa télé en train de regarder ça et on va aller l'embêter pour une petite broutille dans le quartier parce qu'il a volé des pâtes et qu'il va se prendre de la prison ferme parce que c'est la 3e fois et qu'il est récidiviste. Mais c'est un non-sens. Donc d'abord, on s'attaque à la délinquance financière et à la délinquance des puissants. À toute la délinquance. Il ne s'agit pas de segmenter comme ça la délinquance. On ne segmente pas, sauf qu'aujourd'hui, elle est segmentée. Aujourd'hui, il y a une impunité des puissants. Et de l'oligarchie. Aujourd'hui, il y a surtout des bandes partout en France. C'est le ministre de la Ville qui disait qu'il y avait une centaine de Molenbeek en France. Il y a des zones de non-droit, des zones de non-France. Tout ce que disent les ministres, monsieur. Non, mais des endroits où les barbus et les dealers font la loi et où l'ordre républicain ne s'applique plus. Donc commençons par rétablir l'ordre parce que c'est les Français les plus modestes que vous seriez censés défendre si vous n'avez pas totalement oublié le peuple. Eh bien, qui sont les premières victimes de ces politiques. Vous parlez un mot de la police parce qu'on parle de police municipale, police de proximité, etc. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est que tous ceux qui sont policiers, c'est-à-dire qui ont des vêtements, des uniformes de police, soient évidemment armés comme des policiers. Parce que sinon, évidemment, ça en fait, non seulement ça atteint leur efficacité, quelle que soit leur performance par ailleurs, et surtout, ça en fait des cibles. Et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, il faut que tous nos policiers, quel que soit leur corps, quels que soient les domaines dans lesquels ils travaillent, eh bien, soient armés et soient en mesure d'assurer la sécurité des Français. Voilà. Aujourd'hui, les policiers, on l'a vu dans les manifestations, ils ont eu bien peu de soutien, à part peut-être le Front National. Ils demandaient tout simplement de pouvoir travailler. Ils manifestaient pas pour eux, les policiers. Ils manifestaient simplement pour pouvoir assurer la mission fondamentale. Sur ces conditions de travail difficiles des policiers, peut-être. Si on rétablit pas la sécurité... Puisque je voudrais aussi vous faire agir, et c'était ma première question, sur quand même notre sondage et ce pourcentage. Pour 71% des personnes interrogées, eh bien, la situation s'est dégradée dans le quinquennat de François Hollande. 60% des Français ne se sentent en sécurité nulle part. Alors, avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, je souhaiterais répondre à Monsieur B. Lorsqu'il parle en fait de Molenbeek à la France. C'est Patrick Caner. Donc, écoutez, moi j'ai présidé l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Vous savez, c'est l'agence qui s'occupe des quartiers populaires en France. Eh bien, de mon tour de France, et je suis pas sûre en fait que vous ayez mis les pieds dans un quartier populaire. Excusez-moi, je suis élu de la banlieue de Rouen, je suis élu à Elbeuf. Je ne suis pas sûre que vous connaissiez très bien en fait la réalité des quartiers populaires. Je la connais aussi bien. Et ce qui s'y passe, quand même, c'est des choses extraordinaires. Nous avons des jeunes, des adultes, des femmes totalement émancipés, qui ont envie de s'insérer dans la société française, qui veulent éduquer leurs enfants normalement, qui souhaitent vivre en sécurité. Au sentiment aussi, quand même. Comme l'ensemble. 60%, c'est beaucoup. Ce sont les victimes. Vous parlez des victimes de la délinquance. Et ce sont les premières victimes de la délinquance. Et ce que propose Benoît Hamon, par exemple, sur les zones de sécurité prioritaires, c'est permettre aux policiers et aux gendarmes d'avoir une prime, parce que c'est vrai, le travail est difficile, mais sur l'ensemble en fait du territoire national. Et la sécurité, elle doit être aussi pour tous, pas simplement dans les centres-villes urbains ou dans les milieux ruraux, mais aussi dans les quartiers populaires. Et je refuse en tout cas l'amalgame qui est fait entre les quartiers populaires et ce que vous dites. On n'a plus beaucoup de temps, je voudrais juste aussi, peut-être Nicolas B, s'il vous plaît. Non mais les quartiers populaires sont les premières victimes de la délinquance.
vacances. Vous voulez déverser encore plus dans la politique de la ville. Elle a coûté 100 milliards d'euros en 30 ans. Elle est un échec Très total. rapidement, puisqu'on arrive au terme de ce débat. prévention, Philippe Dominati aussi, s'il vous plaît, sur l'état d'urgence, il faut en sortir ou pas? On a vu aujourd'hui François Hollande, après la fusillade à Grasse, dire que c'était maintenu jusqu'au 15 juillet. Le Parlement sera concerné, saisi, donc on verra, je dirais, avec la nouvelle Assemblée nationale et le nouveau président de la République et le nouveau gouvernement. Dans le programme de François Fillon, on veut s'attaquer également aux problèmes essentiels concernant la délinquance en général, c'est-à-dire un programme particulier sur la drogue, un renforcement sur le terrorisme avec le regroupement des services de sécurité intérieure. Ce sont des mesures concrètes et ce sont des mesures réelles. Eh bien, merci. Parce que je voudrais juste rapidement sur l'état d'urgence, Nicolas B. On en sort pas de l'état d'urgence? Je crois que ce n'est pas indispensable de se maintenir en permanence dans cet état d'urgence. Il faut simplement appliquer la loi, renforcer la loi, s'attaquer à l'insécurité en appliquant la tolérance zéro et s'attaquer en amont au problème migratoire qui est l'une des causes centrales de l'insécurité. Hugo Bernard Lissi sur l'état d'urgence? Écoutez, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, il veut en sortir. Oui, c'est d'en sortir effectivement, parce que le problème de l'état d'urgence qui est maintenu et encore, c'est qu'il n'a plus rien d'urgent. C'est tout le problème, ou alors il faudrait l'appeler l'état permanent d'urgence. Il faudra donc en sortir. Idiot. Oui, mais en sortir. Attendez, on n'a plus beaucoup de temps, pardon. Oui, je fais rapidement. Oui. Il faut en sortir, notamment aussi parce qu'on ne combat pas nos adversaires avec des moyens extra-légaux, mais avec des moyens tout à fait légaux et normaux, parce que c'est ça qu'ils attendent de nous. C'est qu'on plie et qu'on mette en place. Mais on ne baisse pas la garde. Merci à tous les quatre pour discuter de ça. Merci à tous les quatre d'être venus parler des propositions des candidats que vous soutenez sur la sécurité. On revient maintenant à Benoît Hamon, puisqu'il a détaillé aussi son projet présidentiel ce matin. Et il est largement revenu sur sa proposition phare de revenu universel d'un coût de 35 milliards d'euros. Elle s'adressera à 19 millions de personnes qui verront ainsi, selon lui, leur salaire net augmenter. La Finlande a commencé à expérimenter ce dispositif sur 2000 chômeurs tirés au sort pour percevoir 560 € par mois. C'est un reportage sur place de Flora Sauvage. Nous sommes au nord de la Finlande, à 400 km du cercle polaire. Ce pays de 5,5 millions d'habitants, qui compte 8% de chômage, teste le revenu de base depuis le 1er janvier 2017. Une allocation versée chaque mois sans condition et sans obligation de chercher un emploi. Pendant 7 ans, Juha a eu une entreprise de menuiserie. Mais la crise économique est passée par là. Depuis, il est au chômage. This is my old workshop. Ici, c'est mon ancien atelier. Je fabriquais des encadrements de fenêtres en bois. Mais depuis 5 ans, c'est devenu un débarras. Dans les périodes d'activité les plus fortes, j'ai employé jusqu'à 4 personnes. Voici un exemple de ce que je faisais. Ça se fixe au-dessus d'une porte. À 38 ans, ce père de 6 enfants survit grâce au salaire de sa femme, aide-soignante. Il touche aussi une allocation parentale de 800 €. Tiré au sort, comme 2000 chômeurs, pour expérimenter le revenu de base, Juha recevra 560 € par mois pendant 2 ans. Ce revenu remplace son allocation chômage, mais il continuera à le toucher même s'il retrouve un emploi. Une somme qui reste faible dans un pays où le revenu moyen s'élève à 2200 € par personne et par mois. J'ai cette opportunité d'avoir 2 ans devant moi pour faire ce que je veux et expérimenter des choses. Je n'ai rien à perdre, donc je peux prendre des risques, essayer de me lancer dans différents domaines, voir si cela fonctionne ou pas, et lancer ma petite entreprise. Le sort de Juha s'est joué à des kilomètres de là, à Helsinki. Kela, l'agence gouvernementale de sécurité sociale en charge de l'expérimentation, veut faire de ce revenu un levier pour le retour à l'emploi. L'objectif est de voir dans quelle mesure ce dispositif va inciter les chômeurs à accepter un travail plus facilement. Mais en tant que fonctionnaire, je vois aussi un autre aspect. Ce dispositif va permettre de réduire la bureaucratie, tant du côté des chômeurs que du côté de Kela. Mais cette expérimentation a un coût, 20 millions d'euros sur 2 ans. Patronat et syndicats s'opposent à la généralisation de ce revenu universel qu'ils estiment totalement utopiste et trop coûteux. À terme, si l'essai est concluant, la Finlande pourrait étendre le revenu de base à toute sa population. Selon les experts, une généralisation du revenu universel à tous les Finlandais signifierait une augmentation des impôts de 10 à 15 milliards d'euros.
Et l'intégralité de ce reportage est à voir demain dans notre émission Europe Hebdo à partir de 11h30. Tam Trani m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors vous passez à la loupe les propositions des candidats à la présidentielle. On va continuer sur ce thème du revenu universel puisque Benoît Hamon en a largement parlé ce matin lors de la présentation de son projet politique. Une nouvelle fois, il a détaillé les modalités de sa mise en œuvre. Quoi de neuf ce matin? Eh bien effectivement, on en sait un petit peu plus sur le nombre de personnes concernées et sur combien elles recevront. On écoute Benoît Hamon ce matin. Près de 19 millions de Français seront concernés par l'évolution de leur revenu net dès le 1er janvier 2018 et une évolution évidemment positive. Personne ne verra la mise en œuvre du revenu universel d'existence se traduire par une baisse de son salaire net. Il n'y aura qu'un gain pour tous les actifs jusqu'à 2200 € net. Ce n'est pas rien. Effectivement, ce n'est pas rien. Un petit peu moins d'un tiers donc, de la population française se verrait verser un revenu universel et cela serait donc conditionné à des ressources, un maximum 2200 € net par mois. Les journalistes ce matin ont même reçu un tableau détaillé. On va le regarder. On le voit sur le tableau. Le revenu universel de Benoît Hamon, il sera aussi dégressif. Sur l'exemple présenté, l'étudiant perçoit 518 € de plus grâce au revenu universel. L'agriculteur seulement 397 € de plus. Bref, le revenu universel, eh bien, il n'est plus universel. Tout de même, eh bien, notez une phrase qui est ajoutée dans la même plaquette et qui parle de l'organisation d'une conférence sociale pour permettre d'étendre le revenu universel à tous les Français et pour qu'il soit augmenté à 750 €. Est-ce que Benoît Hamon revient complètement sur son engagement initial? Ce qui est très clair, c'est que depuis qu'il a annoncé ce projet, il n'a cessé de reculer. Pour preuve, on va l'écouter à la rentrée 2016. Toute personne, riche ou pauvre, dès lors qu'elle est majeure, perçoit un revenu qui est un revenu universel, qui n'est pas le revenu minimum comme on a connu avec le RMI ou le RSA, qui serait réservé aux personnes les plus modestes. Toute personne le reçoit. L'objectif doit être de porter le revenu universel à 750, voire 800 et 1000 €, qui peut être un objectif qui ne se réalise pas à la fin. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Inconditionnel donc, 750 € minimum, voire 1000 €. C'est sûr que la musique, eh bien, elle a bien changé depuis fin 2016 face aux accusations de farniente. On se rappelle des mots de Manuel Valls, des accusations d'incitation à la paresse dans son propre camp. Benoît Hamon parle déjà de plusieurs étapes pour arriver à cette échéance. Il prévoit tout de même un revenu universel pour tous à l'horizon 2020, porté à 750 € en 2020. Et là donc, on voit aujourd'hui, ce matin, que tout est reporté au calendrier. En tout cas, on peut imaginer avec cette idée de grande conférence sociale que le revenu pour tous à 750 €, ce n'est pas pour le quinquennat. Ouais, est-ce que le coût du revenu universel a également changé, Tam? Et là, on va également écouter Benoît Hamon la semaine dernière lors de l'Assemblée des départements de France en l'écoutant. D'abord, le revenu universel d'existence tel que je le propose, il ne coûtera pas 300 milliards, il coûtera 10 fois moins. 10 fois moins. Bon, moi, je veux bien qu'on construise des fables et qu'on fasse un débat politique sur des fables. Mais il coûtera, je vous le dis, 10 fois moins. Eh bien oui, qui donc pourrait être à l'origine de cette fable, Delphine? Eh bien peut-être Benoît Hamon lui-même. Écoutez-le justement à la rentrée 2016. Attention, c'est très bref. On est sur une somme qui tourne autour de presque 300 milliards d'euros. Ah, vous trouvez que ce n'est pas encore assez clair? C'était peut-être un peu court. Eh bien, on va lire ce qu'il disait dans une tribune publiée dans Les Échos en octobre 2016. Il disait « La distribution à tous les Français majeurs coûterait autour de 300 milliards d'euros par an en régime de croisière. » Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Eh bien, premièrement, il est très clair que Benoît Hamon a revu son chiffrage à la baisse, passé de 300 milliards d'euros à 30 milliards aujourd'hui. Et comment ça s'explique? Eh bien, tout simplement parce que la réforme proposée initialement, eh bien, ce n'est pas du tout la réforme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Benoît Hamon parle du revenu universel, il parle tout simplement de la première étape de son projet destiné aux plus précaires, à ceux qui sont payés avec les salaires les plus bas, beaucoup moins cher, mais cela n'a d'universel que le nom. Merci beaucoup Tam pour votre décryptage. Le grand oral des candidats à la présidentielle devant la CFDT. La centrale publie aujourd'hui une étude inédite par son ampleur sur le travail. Avec un paradoxe, si les personnes interrogées se disent dans l'ensemble heureuses de leur emploi, elles dénoncent une charge trop importante de travail. Stéphane Amalian.
200 000 salariés se sont prêtés au jeu des questions-réponses et une statistique saute aux yeux. 77% des salariés aiment leur travail, mais seuls 26,4% d'entre eux sont d'accord avec l'expression « mon travail, c'est ma santé ». Il y a 51% des salariés qui disent qu'ils ont des problèmes physiques liés à leur travail ou une condition physique qui est altérée liée au travail. La CFDT se bat depuis 2003 pour qu'il y ait une prise en compte de la pénibilité. Nous l'avons obtenu dans la dernière réforme des retraites en 2013. Évidemment que nous nous battrons pour garder ce droit et même le développer comme les salariés à travers cette enquête nous le demandent. Le compte pénibilité est l'un des acquis du quinquennat Hollande. Benoît Hamon veut le développer en reconnaissant notamment certaines pathologies liées aux conditions de travail. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de faire en sorte que celui qui travaille ne soit pas abîmé et meurtri par le travail. Je propose la reconnaissance du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, et les pathologies psychiques qui y sont liées, dépression, angoisse généralisée, comme maladie professionnelle, quand ces phénomènes existent et sont directement imputables à un management, à une hiérarchie, à une organisation du travail malveillante. À la différence de Benoît Hamon, François Fillon souhaite abroger le compte pénibilité, une mesure qu'il estime difficile à mettre en œuvre. Le candidat de la droite préconise même une augmentation du temps de travail et un report de l'âge de départ à la retraite. Mais ni lui ni son entourage n'ont souhaité apporter des détails sur les propositions au siège de la CFDT. Serge Volkov, statisticien ergonome, membre du Centre d'études et de l'emploi, est notre invité. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Serge Volkov. Bonjour. Alors vous faites partie des experts missionnés par la CFDT pour analyser les données de cette enquête. Une étude réalisée sur 200 000 personnes. C'est un échantillon sans précédent. Oui. Absolument, oui, c'est énorme. C'est une enquête interactive. Les inscriptions ont été ouvertes en septembre. On pouvait commencer à répondre. Ça a duré jusqu'à la fin décembre. Le site est toujours ouvert d'ailleurs. Si parmi vos téléspectateurs... Donc les Français peuvent continuer à y participer. Absolument, ils peuvent. Alors ça ne sera plus pris en compte dans les analyses statistiques. 200 000, c'est déjà pas mal. Mais ça permet de voir le site, de voir aussi, c'est très intéressant, des vidéos de personnes qui sont en train de répondre au questionnaire et qui se demandent comment ils vont le faire. Et à la sortie, oui, il y a eu 200 000 personnes sur lesquelles on va mener les analyses. Alors comment avez-vous procédé pour analyser cet échantillon aussi large et toutes ces données du coup ? Le gros de l'analyse est quand même devant nous, il faut être honnête. C'est-à-dire si vous voyez que les données ont été disponibles à l'analyse au 1er janvier et qu'on est 2 mois et demi plus tard, il y a énormément d'études et de recherches diverses qui vont pouvoir être faites. Alors pour cette première série de résultats, il fallait aller assez vite pour l'échéance d'aujourd'hui, pour que ça prenne place dans le débat politique du moment. C'était le souhait en effet de la CFDT. On a choisi en fait de prendre les 3 grands thèmes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et donc on a autour de chacun de ces grands thèmes rassemblé des questions pour savoir si les personnes se sentaient ou non libres au travail, égales au travail, fraternelles au travail. Alors justement, il y a un point très positif dans cette enquête, c'est qu'une grande majorité des personnes interrogées disent aimer leur travail. C'est pas une surprise. Dans l'ensemble des enquêtes dans tous les pays et un peu à toutes les époques, il y a quand même une grande majorité de personnes qui, interrogées comme ça sur une question unique, qui rassemble évidemment toute une série de facettes de leur vie professionnelle, disent plutôt qu'ils aiment leur travail. Ne serait-ce pour une partie d'entre eux qu'ils aiment en avoir un, en se comparant à des personnes qui n'en auraient pas. Alors en revanche, ils se plaignent d'une charge de travail trop importante qui irait jusqu'à affecter leur santé. C'est ça, c'est-à-dire que quand on rassemble toute une série de questions qui permettent de repérer si les personnes se vivent comme ayant trop de travail ou pas, par exemple, est-ce qu'ils arrivent à prendre tous leurs congés ou pas, est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont une charge de travail excessive, un certain nombre d'éléments comme ça, eh bien, le tout rassemblé ensemble donne le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, une bonne partie des salariés se sentent débordés. Et quand on met ça en relation avec, par exemple, leur consommation de médicaments en lien avec le travail, je ne pourrais pas tenir au travail sans médicaments, ou par exemple je dors mal à cause de mon travail, il y a des liens statistiques absolument considérables. Il y a une chose qui est pointée du doigt, c'est le manque d'organisation de la hiérarchie. Les salariés qui critiquent aussi le manque de compétences de leur manager. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a surpris et comment vous l'expliquez ? On ne se serait pas forcément attendu en effet à ce qu'il y ait des réponses aussi nombreuses, à peu près la moitié des gens, pour dire non, mon supérieur hiérarchique ne m'aide pas ou pas tellement
pour mon travail. C'est à peu près la moitié des gens. Et la deuxième question que vous venez d'évoquer, c'est les compétences de mon supérieur hiérarchique. Là, c'est pas moitié-moitié, mais enfin, il y a quand même un bon quart des répondants, ce qui est quand même beaucoup, qui jugent que les compétences de leurs supérieurs sont médiocres ou même nulles. Enfin, zéro, l'item était zéro. Comment on l'explique? Il faut y réfléchir pas mal. Évidemment, c'est pas par les chiffres eux-mêmes qu'on va faire des explications, mais c'est sans doute quand même assez largement lié à une évolution du recrutement des managers dans la période actuelle. On a de plus en plus de personnes qui ne sont pas des anciens du métier, qui viennent d'ailleurs. Première chose, ils ne connaissent pas forcément bien le travail de ceux qu'ils doivent encadrer. C'est-à-dire que pour bien manager, il faut avoir exercé le métier de ceux qu'on manage? Je ne dis pas forcément pour bien manager, mais en tout cas pour être perçu par ceux qu'on encadre comme quelqu'un qui peut les aider. Ce qui pour certains peut être quand même précieux. Alors l'autre problème étant, et ça c'est bien décrit par beaucoup d'analyses de sociologues, que de plus en plus les managers sont comme aspirés vers le haut. Ils doivent faire beaucoup de reporting, beaucoup de contacts avec la hiérarchie au-dessus et être moins au contact de ceux qui sont censés encadrer. La question du travail, selon vous, et du bien-être au travail, est-ce qu'elle est assez présente dans cette campagne présidentielle? Peut-être je peux commencer par dire qu'elle n'est jamais assez présente dans le débat politique en général. On est nombreux à penser ça, et je crois pouvoir le dire sans crainte de me tromper trop. C'est-à-dire que les périodes dans notre pays de débat social et politique vivent sur le travail, je ne dis pas sur l'emploi, sur le travail, son contenu, ses conditions, le plaisir, la souffrance, le sens des itinéraires professionnels. C'est pas un débat fréquent. Alors, dans la période actuelle, pas mystère de dire que les questions sociales en général, jusqu'ici, ont été un peu à l'arrière-plan par rapport à d'autres débats sur divers sujets dans cette campagne. Alors après, chacun peut juger de si tel ou tel candidat est plus ou moins précis, plus ou moins offensif et propose des choses importantes dans ce domaine. Merci beaucoup, Serge Volkov, d'être venu répondre à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Oriane. Il est 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Benoît Hamon revoit sa copie pour relancer sa campagne avec un nouveau programme qui reprend le Made in France d'Arnaud Montebourg. Même s'il s'est défendu d'intégrer les propositions de ses anciens rivaux à la primaire, mettant en avant son revenu universel, analyse à suivre. Le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne rejoint Emmanuel Macron. C'est le premier parlementaire à franchir le pas. Une procédure d'exclusion a été engagée et pourtant, d'autres pourraient à leur tour rejoindre le leader d'En Marche. Deuxième journée des entreprises au Sénat, au cœur des discussions, comment favoriser la transmission des entreprises, mais aussi comment alléger les charges administratives qui pèsent sur elles. Reportage et réaction dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission #présidentielle360. Je vous le disais à l'instant, la deuxième journée des entreprises s'est tenue aujourd'hui au Sénat, l'initiative de la délégation sénatoriale. Elle réunissait parlementaires, experts et chefs d'entreprise. Tous ont livré leurs témoignages, diagnostics éclairés et solutions innovantes. Alors parmi les thèmes abordés, la transmission, écoutez. Le problème fondamental, c'est le prix. Alors quel est le prix d'une petite entreprise ? Alors vous me direz, les experts comptables ont des tas de méthodes de calcul pour une toute petite entreprise ou pour une moyenne, enfin pour une PME. On est souvent loin de ces chiffres-là. Et le prix, quand on veut le cédant, il est souvent totalement irrationnel. C'est le prix du bateau dont il a toujours rêvé. Et non, mais c'est une réalité. Et l'expérience prouve que ce prix est souvent beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché et par rapport à la rentabilité de la structure, ce qui fait que souvent, un repreneur regarde un petit peu vite peut-être, mais se dit à ce prix-là, moi, j'achète pas. Et justement, nous sommes allés à la rencontre de Philippe Lost, un jeune entrepreneur qui a choisi de racheter une entreprise. C'est un reportage de Samia Dechir. Bienvenue chez Erelia. Avant de diriger Erelia, Philippe Lost a créé plusieurs startups qui n'ont pas survécu. Il se tourne alors vers une solution moins risquée, racheter une entreprise, Erelia, spécialisée dans la pesée industrielle. L'opérateur va faire ses échantillons et au final, notre logiciel donc, fait un bilan de ces pesées. Il passe alors un deal avec l'ancien dirigeant.
Il achète 30% du capital et se fait embaucher 4 ans comme directeur commercial avant le rachat total de l'entreprise. Ça a été l'occasion effectivement pour moi, et ça a été nécessaire, de me former à cette activité, puisqu'il ne faut pas effectivement le négliger, et de pouvoir également sentir le marché en étant directeur commercial, de potentiel du marché, et de me projeter pour la reprise véritable du contrôle de la société. Oui, allô, Philippe Lost ? Fort de 4 ans d'expérience dans l'entreprise, Philippe Lost n'a aucun mal à convaincre les banques de lui prêter la somme nécessaire au rachat. Ce matin, il reçoit des fournisseurs historiques de l'entreprise. Quand j'ai vu avec Bruno que ça se passait mal, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Moi, je mets en place une nouvelle stratégie, c'est effectivement d'avoir des partenaires qui soient plus à nos côtés. Depuis qu'il a finalisé le rachat d'Erelia en 2016, Philippe Lost a initié un virage technologique. Il veut miser sur l'innovation et l'international. Une nouvelle stratégie qui implique toujours de revoir certains choix. Et vous amenez ce regard neuf très important qui fait que vous devez, ça c'est important de ne pas jeter le passé, ça c'est très important. Il y a une histoire, il faut la respecter, mais par contre effectivement il faut arriver à en faire un atout et de corriger ses défauts. En moins d'un an, Philippe Lost a déjà acheté 5 000 € de matériel et embauché 2 personnes. Comme chez Erelia, le rachat d'une société est souvent suivi d'un investissement important. Voilà pourquoi la transmission des entreprises est un enjeu majeur pour le dynamisme de l'économie française. Si on veut conserver un secteur industriel performant avec évidemment les emplois associés, il faut qu'on favorise cette transmission parce qu'il faut que l'industrie se digitalise, se numérise. C'est très important. Il faut qu'il y ait aussi des jeunes chefs d'entreprise qui transforment les industries. Avec le vieillissement des baby-boomers, 600 000 chefs d'entreprise devraient prendre leur retraite d'ici 10 ans. Des milliers d'emplois sont en jeu. Et on retrouve à présent Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une réaction aux côtés d'Elisabeth Lamure, sénatrice, présidente de la délégation aux entreprises du Sénat. Bonjour Elisabeth Lamure, Bonjour. Merci de nous répondre. Avant de bien sûr parler de cette journée dédiée aux entreprises au Sénat, un mot sur la campagne. Hier, un de vos collègues ici au Sénat, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est, selon vous, alors que vous soutenez, vous, François Fillon, le début d'une contagion ? Alors, écoutez, moi je considère que c'est un cas complètement isolé. Je n'ai pas du tout entendu parler d'autres qui pourraient le suivre, ce qui me paraît très, très étonnant. Donc, je considère que c'est de la marginalité. Très bien, venons-en maintenant donc à cette journée dédiée aux entreprises. Vous êtes présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises. Parmi les thèmes abordés aujourd'hui, la transmission d'entreprises. Quelles sont les propositions de la délégation pour favoriser cette transmission ? Alors, ce sont mes 2 collègues qui ont présenté un rapport, Claude Nouget, Michel Vaspart, qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet. Et eux, globalement, ils veulent améliorer le pacte du Treil, qui existe aujourd'hui, qui a été déjà une grande amélioration pour la transmission, mais qui ne leur semble pas suffisant. Le coût pour la transmission est trop important. Ils ont également abordé la question de la reprise d'entreprise, la reprise par des salariés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés cantonnés uniquement dans la transmission d'entreprises familiales. Donc leur rapport est important, ils font des propositions assez précises, certaines techniques, certaines un peu moins, qui iront dans le sens de favoriser la transmission et surtout de manière à pouvoir garder dans nos territoires les entreprises et les emplois et ne pas courir le risque de la vente d'entreprises, notamment à des grands groupes, peut-être aussi à des groupes étrangers qui videraient les territoires des entreprises qui nous sont très très précieuses. Alors l'autre inquiétude des entrepreneurs qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est la simplification administrative, c'est-à-dire le trop-plein de normes. Quelles sont justement les propositions, les pistes abordées Alors là, par les sénateurs ? c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec Olivier Cadic, puisque là encore, nous avons présenté un rapport et nous nous sommes beaucoup inspirés de ce que font nos voisins, donc notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, donc où nous sommes rendus pour voir quel était le travail entrepris pour simplifier. Donc déjà, on voit à quel point c'est difficile. Il ne faut pas dire que c'est facile et qu'on va le faire en claquant des doigts. Il existe aujourd'hui le Conseil de la simplification pour les entreprises, qui a 3 ans d'existence, qui a travaillé
mais qui a travaillé essentiellement sur des petites mesures. Donc nous, ce que l'on voudrait, c'est élargir avec un organe indépendant qui ne soit pas composé de politiques, mais qui soit composé de chefs d'entreprise en majorité, qui puissent prendre des mesures pragmatiques de manière à leur simplifier la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que l'on entend chez les chefs d'entreprise, on entend toujours « laissez-nous travailler ». Ce fardeau administratif est beaucoup trop lourd, donc c'est essentiellement leur demande. On arrive bien sûr au terme du quinquennat. La création d'emplois marchands en France est à son plus haut niveau depuis 2007, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Est-ce que c'est à mettre au crédit de François Hollande selon vous? Si c'est depuis 2007, sûrement pas. Parce que donc, on n'a jamais aujourd'hui créé autant d'emplois en France. Oui, c'est possible, il faut voir sur quelle période, mais on en détruit également. Donc aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre. La preuve, c'est cette courbe du chômage qui est à peine stagnée. Donc on sait qu'on a plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, que ce n'est pas acceptable et qu'il faut absolument une volonté politique forte pour que les entreprises retrouvent la croissance, parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce ne sont pas les administrations. Donc dans les prochaines semaines et les prochains mois, évidemment qu'on va beaucoup s'investir sur le sujet de manière à ce que les entreprises retrouvent le chemin de la croissance et du développement. Très bien, merci beaucoup. Merci Elisabeth Lamure d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi, le Made in France fait son retour dans la campagne avec Benoît Hamon qui a repris la doctrine d'Arnaud Montebourg dans son programme ce matin. Made in France, patriotisme économique, certains parlent de préférence nationale. Est-ce vraiment la solution pour relancer l'économie et lutter contre les délocalisations? On en parle tout de suite dans notre second débat. 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Nicole Bricq, bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, vous soutenez Emmanuel Macron dans cette campagne pour la présidentielle. Merci d'être avec nous. Stanislas de Bensman, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, président de Devoteam et vous soutenez François Fillon dans cette course à la présidentielle. Éric Coquerel est également avec nous sur ce plateau. Vous êtes coordinateur politique du Parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Et j'accueille Jérôme Rivière, bonsoir. Entrepreneur, membre du comité stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Première question pour vous, Nicole Bricq. Ce Made in France, ce patriotisme économique, on voit que tous les candidats finalement reviennent à cette forme de protectionnisme, de patriotisme économique. Quelle est la position d'Emmanuel Macron sur ce point? Le Made in France, tout le monde est pour. Encore faut-il s'entendre sur le terme, sur ce qu'il recouvre. S'agit-il de protéger ? Et avec Emmanuel Macron, je pense que la meilleure protection, c'est celle de la compétitivité qui passe par la qualité, la montée en gamme. C'est tout un travail qui a été fait, mais pas suffisamment, et qu'il faut amplifier. Et puis, on peut aussi s'interroger sur le fait de savoir où est la protection nécessaire et le protectionnisme. Ce qu'on sait, c'est que si c'est ça, il y a des mesures de rétorsion, il y a une diminution des échanges. Et quand dans une économie mondialisée, la diminution des échanges, ça a un impact sur le niveau de la croissance, donc de la production de richesse. Donc il faut vraiment s'entendre sur le terme, mais si je prends un exemple, moi je suis pour que les ouvrières de Lure qui ont été en procès pendant des années, qui les ont obligés à fermer avec un grand groupe du luxe, qui font de la maille française. Je suis pour que ces 10 ouvrières retrouvent leur travail de haute qualité. Toute la question, effectivement, où on place le curseur, Stanislas de Bensman. François Fillon aussi en a parlé quand il a présenté son programme en détail lundi, de ce patriotisme économique. Ça, c'est une bonne solution. C'est quelque chose que tous les candidats doivent avoir en tête aujourd'hui. Même constat, je pense que si la politique économique d'un pays est tournée vers la compétitivité de son économie, si on recherche à avoir les meilleurs atouts pour que les entreprises puissent se développer, et la TVA sociale que propose François Fillon est un des exemples, c'est-à-dire que les Scandinaves ont bien réussi à faire en sorte que le poids de la protection sociale soit plus poussé vers les importations également, et non pas seulement sur les entreprises qui produisent sur le territoire. Donc
Il y a des choses intelligentes à faire. Il y a aussi des entreprises stratégiques. Par exemple, l'énergie doit certainement être des secteurs de l'économie où il faut faire vraiment attention. Après, nous, on pense que la petite musique protectionniste qui monte partout sur la planète, en fait, c'est un jeu perdant-perdant. Hein, parce que le commerce mondial a enrichi énormément la planète. Il y a des sujets à traiter, par exemple d'écologie, mais a globalement enrichi la planète parce que dans le commerce, quand vous commercez avec les autres pays, vous allez mettre le meilleur de vous-même, les autres apportent la même chose et ensemble, on crée de la richesse. Si on met des barrières, on crée de la pauvreté des deux côtés. Voilà. Et ça, c'est finalement tout le développement du XXe siècle qui est un développement. Donc il faut cibler des domaines prioritaires, là où on fait du patriotisme économique, sinon on laisse aussi la mondialisation faire son œuvre, j'ai envie de dire. On laisse les pays s'enrichir mutuellement de leurs meilleurs produits. Hein, voilà. Et c'est ça qu'on a oublié. On croit que ce que vous sembliez, on les laisse s'entretuer. Non. Le XXe siècle a créé de la richesse sur la planète et grâce au commerce, grâce aux échanges. Et quand on met des murs, on s'appauvrit. Quand on s'ouvre, on s'enrichit mutuellement. Éric Coquerel, quelles sont les propositions en la matière? Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'on est parfois sur ce chemin ténu entre, on l'a dit, patriotisme économique et puis protectionnisme. Non, mais on n'est pas sur un chemin ténu. Oui. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il y a un très grand bruit depuis une trentaine d'années sur la planète qui s'appelle le libre-échange. Voilà. Et il n'y a pas de perdant-perdant, il n'y a que des perdants qui sont les peuples. Bon. Le libre-échange généralisé avec la possibilité d'abaisser les barrières douanières, ce que maintenant on nous propose avec le CETA-TAFTA, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus une quelconque protection par rapport à des normes sociales et écologiques, on voit ce qui se passe sur la planète. C'est une augmentation du chômage, c'est un coût écologique catastrophique, parce qu'on ne peut plus se permettre comme ça d'amener des marchandises que vous pouvez produire dans un pays de l'autre bout de la planète, on le voit sur les questions de climat. Donc tout ça est un bilan catastrophique. Et je vous rappelle que la dernière grande période de libre-échange et de tout marché que nous avons connu, c'est celle d'avant la guerre de 14 qui s'est terminée par la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça entraîne les peuples en concurrence les uns contre les autres. Donc je ne suis pas d'accord avec cette vision angélique du libre-échange, d'autant plus que ceux qui en profitent et ce vers quoi est tournée l'économie, c'est uniquement une certaine forme de capitalisme. Je ne vous ai pas interrompu. Une certaine forme de capitalisme qui sont ceux de la rente capitaliste qui, elle, se porte très bien depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut faire justement des politiques de coopération et de protection. Nous avons par exemple une forme de protectionnisme que tout le monde revendique en France, le TISA sur le cinéma, d'accord, qui n'empêche pas le cinéma français de s'exporter, mais qui permet d'avoir une exception du cinéma français qui permet de continuer à avoir un cinéma de qualité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos pays voisins. Donc il faut une protectionnisme, et le protectionnisme, soit à l'échelle européenne, si nous pouvons le faire, convaincre nos partenaires, mais sinon à l'échelle nationale, avec effectivement des normes sociales et écologiques qui ont un effet vertueux. C'est qu'en réalité, ça permet non plus un nivellement par le bas de tous ceux qui travaillent sur cette planète, mais au contraire une aspiration par le haut. Et si je termine juste, oui. Nous avons en plus ajouté le fait que ce libre-échange est absolument catastrophique dans l'Union européenne, puisque là, il y a un libre-échange total, sans aucune harmonisation sociale et fiscale. C'est le seul endroit de la planète où vous avez un espace géopolitique qui se permet ça, avec les catastrophes qu'on connaît actuellement. Jean-André Viard, est-ce que vous vous réjouissez de voir que ces concepts de patriotisme économique, finalement, se retrouvent également dans les présents des autres candidats? Je ne me réjouis pas, parce que c'est chaque fois le même cirque, c'est les mêmes slogans de campagne. Vous avez deux candidats, Macron-Fillon, qui aujourd'hui nous disent que c'est important de faire du patriotisme économique. La réalité, c'est qu'en aucune façon, ils sont en capacité de pouvoir proposer quelque chose de construit, puisque vous avez l'Union européenne. Mais non, on dit qu'on peut pas faire Allez-y, Jean-André Viard. Vous nous dites que j'ai pas dit ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, il n'est pas possible d'appliquer des mesures qui permettent de mettre en protection, d'une part, les travailleurs français, d'autre part, les entreprises, et de réaliser ce que nous appelons, ce que notre candidate Marine Le Pen appelle de ses voeux, le patriotisme économique. Je vais vous donner quelques exemples simples en matière de politique stratégique. Nous souhaitons un État stratège. Nous souhaitons notamment la création d'une autorité de sûreté économique. La raison, c'est qu'aujourd'hui, les différents gouvernements qui se sont succédés, et je vous rappelle que je le connais de l'intérieur, j'ai été député UMP, donc je connais la petite cuisine interne. Airbus, la société Airbus aujourd'hui est une société qui a totalement échappé au contrôle de l'État français, alors que c'est une société stratégique. Un exemple, le directeur technique d'Airbus Group est un Américain qui vient de l'agence
militaire de la recherche militaire américaine. Ce serait impossible aux États-Unis. Donc quand on dit que les autres pays ne se protègent pas, ça n'est pas vrai. Les Américains se protègent. On n'aurait jamais pu avoir un Français ou un Allemand à la tête de la recherche de Boeing. En France, aujourd'hui, l'abandon que nous avons fait de toute barrière, de toute méthode de protection, fait que nous avons des entreprises stratégiques telles qu'Airbus qui ont disparu du contrôle français. Et avec notamment cette autorité de sûreté économique, ça fait partie des mesures que nous proposons. C'est un Français d'origine africaine qui est à la tête de la NASA. Donc les Américains, s'ils ont une chose négative, c'est qu'ils vont chercher les talents partout sur la planète et ils nous pillent un peu. Donc là, c'est pour ça que c'est tout à fait en matière stratégique, c'est 22%, vous savez. Et bien sûr, mais moi je pense que les Américains. Est-ce que c'est compatible justement avec les règles? Ils ont raison. Établir des bien sûr. S'il vous plaît, Eric Coquerel. Et leur économie n'est pas en si mauvais état. En tout cas, vous trouvez pas moins bonne que l'Union européenne. Pas tous en même temps, sinon on s'entend pas. Nicole Bricq, est-ce que c'est compatible ces mesures de patriotisme économique avec les règles justement de concurrence européenne? On peut prendre le slogan, mais moi c'est pas mon sujet de prendre un slogan qui est prôné peut-être par d'autres. Moi je sais ce que Emmanuel Macron veut faire, et c'est vrai qu'il est juste de parler. Parce que quand on dit produire en France, on tangente la politique commerciale. Bon, c'est important, la politique commerciale, elle est à l'échelle de l'Union européenne. Elle est comme la PAC depuis le traité de Rome européenne. Hein. Donc, il faut être capable d'avoir des mécanismes de défense. C'est vrai que les États-Unis ont des mécanismes de protection. Pour lutter contre les délocalisations, notamment. C'est pour ça qu'il faut, comme le prônait Emmanuel Macron, faire un Buy European Act. C'est-à-dire, vous voulez avoir accès au marché public européen? Eh bien, nous vous demandons, c'est la proposition d'Emmanuel Macron, de produire au moins la moitié, faire une production de la moitié. C'est la raison pour laquelle il va tous les pays demandent des productions locales. En fait, il nous explique très ne mélangeons pas les sujets et laissez-moi finir mon propos, ce sera mieux. Il propose aussi d'utiliser des instruments que nous avons, nous, en France, notamment dans les filières industrielles et dans les entreprises stratégiques, et pas que de la défense, d'étendre ce mécanisme de protection à l'Union européenne. Quand les Chinois ont inondé la planète de leur acier et ont mis en danger tout l'acier européen, qui a été le premier à aller à Bruxelles ? C'était Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Ce matin, on a vu Benoît Hamon qui propose des nationalisations temporaires pour lutter contre les délocalisations. Vous n'allez pas la mettre en ailleurs, elle est là. Eric Coquerel, Benoît Hamon a proposé ce matin des nationalisations temporelles pour justement lutter contre les délocalisations. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon y est favorable également? Mais nous, on n'est pas pour des nationalisations temporaires, on est pour des nationalisations tout court si c'est nécessaire et s'il faut sauver un outil stratégique industriel. Par exemple, je donne un exemple. Nous sommes pour le développement des énergies renouvelables maritimes. On a besoin d'éoliennes. Le quinquennat auquel M. Macron a participé s'est débrouillé pour faire en sorte que Alstom a vendu à General Electric et Areva a vendu aux Espagnols avant de vendre maintenant à Siemens en Allemagne. Nous ne sommes plus en capacité de produire. Il faut donc, par exemple, si il n'y a pas d'autres moyens, faire en sorte de nationaliser et de reconquérir un outil qui nous sert pour l'énergie renouvelable. C'est un exemple pour vous donner. Et je crois que la question du patriotisme économique, il ne suffit pas de mettre une étiquette Made in France pour faire en sorte de produire à des normes sociales et écologiques supérieures et faire en sorte qu'on s'entende dans des accords de coopération, parce qu'il y a des accords de coopération qui sont nécessaires avec nos voisins ou des pays commerciaux sur des bases justement toujours plus hautes et d'interdire aussi certaines entrées, par exemple ce qui se fait avec le travail des enfants, par exemple ce qui se fait sur des critères écologiques catastrophiques. Stanislas Zemens, c'est une question des nationalisations. Macron. Et comment on lutte contre les délocalisations? Il l'a dit. Stanislas Zemens, il est candidat à la présidence. Comment on empêche la fermeture, par exemple, d'Alstom ou de Florange? Comme entrepreneur du digital, ce que j'entends me laisse les bras ballants. Il va se passer une chose dans les 5-10 ans à venir, c'est que nous avons 30 millions de salariés qui vont changer d'emploi. Et ils vont changer d'emploi dans un univers complètement ouvert. Parce que personne ne va arrêter la transformation digitale de la planète et encore plus de l'Europe, encore plus vite, parce qu'il faut qu'on soit à la pointe de ça. Donc c'est 30 millions de salariés qui, pour garder leur emploi, vont devoir se transformer, se reformer. Donc le sujet de la formation, il est complètement clé. Et trouver un espace forcément au minimum européen pour développer les produits qui vendent. Parce que sinon, si on reste concentré, on n'aura plus un produit français.
Et surtout, on n'aura plus d'emploi. Soyez pas déclinistes comme ça par rapport à ce que nous sommes capables de produire. Vous avez beaucoup dit qu'il ne fallait pas intervenir dans les conversations des autres. Comment on fait pour lutter contre les délocalisations? On doit pas intervenir. Comment on empêche la fermeture de Florence ou d'Alstom? La seule intervention que j'ai faite, c'est quand monsieur a dit ce que j'avais dit. Et j'ai corrigé ce que j'avais dit. Voilà. Sinon, je ne vous ai pas du tout interrompu. Donc, comme vous avez été très en pointe sur ce... Comme vous avez été très en pointe. Donc, je pense, si vous voulez, que ce qu'on vit dans le digital, et ce que je vis dans le digital, est encore très peu appréhendé par nos hommes politiques qui le voient d'un peu loin. Ouais. Or, c'est ça le sujet. Tout l'univers digital, toute l'économie digitale, c'est une économie qui est complètement ouverte, qui est faite de... Donc on fait un trait sur les emplois industriels, même s'il y a des destructions. Bien au contraire, on reconquiert nos outils industriels parce que nous avons des outils des industries de 4e génération où vous n'avez plus des ouvriers, vous n'êtes plus contre les ouvriers chinois, vous êtes dans des nouveaux outils qui apportent un bien meilleur service aux gens d'à côté. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut qu'on travaille sur la progression des salariés, donc leur formation. Donc là, il y a un vrai enjeu bien plus important que de vouloir ériger des barrières qui protégeraient, soi-disant. Et alors, un État stratège, ça donne envie dans cet univers-là, l'État stratège, il est toujours en retard d'une génération. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez courir après Google tout seul dans quoi? L'État français va avoir une stratégie contre Google. Alors, mais ça nous donne... mais il ne faut pas se laisser faire. Là, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on prend en compte cette évolution des emplois, des métiers décrite par Stanislas de Besman dans le programme de Marine Le Pen? Vous évoquiez au début de ce débat la clause Molière. Les travailleurs qui sont sur le terrain dans les entreprises de BTP ne vont pas tout de suite passer à l'économie digitale. Je vous assure, on continuera de fabriquer des immeubles, on continuera de construire des immeubles. Attendez, vous passez votre temps à parler de 3D, c'est très bien. Je vous assure que quand vous vous baladez en France, il y a encore des gens qui travaillent avec des vrais matériaux, avec des vraies activités industrielles et qui ne sont pas immédiatement en contact de la 3D. Donc, je vous parlais de cette clause Molière. Cette clause Molière, en fait, c'est une façon de rebaptiser ce que nous appelons la préférence nationale, qui fait effectivement partie des mesures de patriotisme économique que Marine Le Pen propose. Mais toutes ces mesures que nous proposons, d'ailleurs, la clause Molière, aujourd'hui soutenue par la plupart des régions, mise en œuvre par la plupart des présidents de régions républicains, et d'ailleurs, je crois aussi socialistes sur le sujet, elle ne peut être appliquée durablement parce que l'Union européenne va s'y opposer. Vous avez de toute façon cette directive. Est-ce que ça favorise vraiment l'emploi local? Mais bien sûr que ça résout l'emploi local. Quand vous avez chaque année 200 000 travailleurs étrangers qui arrivent légalement en France, c'est une façon d'abaisser le coût du travail, d'exposer nos compatriotes. Monsieur, il y a une solution pour ça, c'est que tout le monde ait le même contrat de travail. C'est pas de faire des mesures discriminatoires. Les politiques qui sont menées depuis des années par les gouvernements qui se sont succédés, c'est une politique qui cherche à abaisser le coût du travail pour exploiter une main-d'œuvre de moins en moins chère. C'est ça la réalité. Et le patriotisme économique, quand ils en parlent, n'est pas faisable parce qu'ils n'ont aucune intention de remettre en cause les traités de l'Union européenne. Nicole Bricq, peut-être un sujet dans Eric Coquerel sur cette... On parle de tout et pas de mais c'est vrai que c'est aussi la clause Molière. Je voudrais dire quand même que la fameuse clause Molière, elle est illégale, c'est vrai, et elle est surtout inopérante, surtout quand on parle du BTP. On a créé dans la loi Macron la carte du BTP professionnel. Myriam El Khomri l'a mis en route sur un chantier avec le Premier ministre au début janvier et elle sera généralisée. Et si l'entreprise, quand il y aura des contrôles sur les chantiers, l'entreprise, les gars n'ont pas leur carte professionnelle, pendant un mois, on arrête tout le chantier. Donc ça va quand même faire peur à quelques-uns. Donc c'est non seulement illégal, mais inopérant. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le Made in France, puisqu'on revient au sujet, c'est produire en France. Bon, d'accord, mais il faut penser aussi à l'intégration dans la chaîne de valeur. Et on n'est pas seul au monde. Par exemple, quand vous utilisez votre Apple, 90% de la valeur est captée par les États-Unis, mais il est produit massivement en Asie. Donc voilà, et monsieur parlait tout à l'heure de la digitalisation, elle va être extrêmement utile dans l'industrie et elle permettra des relocalisations. Il y a un petit mouvement de relocalisation parce qu'on connaît les fournisseurs, parce qu'on connaît la qualité de la production en France. Et puis la bataille du Ukraine n'est plus elle va permettre effectivement d'accélérer cette relocalisation. Eric Coquerel. Oui. Moi, je ne crois pas à cette histoire de compétences qui permettrait, par exemple, en France, de garder
une technologie high-tech, supposer que les Chinois ne pourraient pas la faire. Vous savez que les 2 pays qui ont le plus d'ingénieurs par 100 000 habitants, c'est la France et la Chine. Bon. Donc la question, elle n'est pas de rentrer en concurrence avec tous les peuples du monde. Ça, c'est le libre-échange qui s'en charge. La question, elle est du fait que nous ne pouvons plus nous permettre, parce que le bilan des 30 ans, c'est ça, de faire en sorte que dans le monde, on puisse produire à des coûts socio-écologiques moindres et ensuite importer comme on le souhaite, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'encore une fois, une délocalisation sur 2 se fait dans l'Union européenne. Donc c'est cette politique qu'il faut arrêter. Et par exemple, prenons la Chine, il y a des politiques de donnant-donnant qui peuvent être faites avec les Chinois. Les Chinois peuvent être prêts à des accords commerciaux, y compris de coopération, qui permettront par exemple que les normes sociales et écologiques montent en Chine, qui permettront d'importer éventuellement de Chine des produits que nous ne pourrons pas faire en France et vice-versa. Ça, c'est une bonne coopération. Ça vise aussi à faire en sorte qu'on revoie les accords commerciaux internationaux qui ruinent les pays du Sud, notamment agricoles, etc., et qu'on revienne à une politique qui est écologiquement aussi responsable. C'est-à-dire ce que nous pouvons produire sur le terrain, nous le faisons, non pas par volonté d'autarcie. Moi, je m'oppose totalement à la clause Molière. Je suis pour que tout le monde ait les mêmes contrats de travail en France, mais ce n'est pas la question de couleur de peau qui importe, etc. La clause Molière, la langue, c'est pas la peau. Non, mais je connais la mesure démagogique et discriminatoire qui est derrière. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous.